Il existe un phénomène intérieur dont on parle rarement, et pourtant il imprègne chacun de nos gestes, chacune de nos décisions. Rien de spectaculaire ni de bruyant, plutôt une présence silencieuse et persistante, presque intime, qui s'installe avec le temps et finit par modeler subtilement notre regard sur le monde, notre manière de ressentir et d'agir. Je me réfère à cette voix intérieure qui s'emballe parfois, qui commande tout, qui juge, qui exagère et qui transforme de petites inquiétudes en montagnes. Beaucoup de personnes pensent que les pensées négatives arrivent d'un coup, comme une tempête imprévisible, alors qu'en réalité elles s'installent lentement par petites touches. Elles commencent par une simple remarque intérieure, une inquiétude légère, quelque chose que l'on croit à peine. Puis cette pensée revient, se répète, se renforce, jusqu'à devenir un murmure constant que l'on finit par confondre avec la réalité. Ce mécanisme est sournois, parce qu'il agit sans que nous en prenions conscience. La voix intérieure ne crie pas. Elle s'impose doucement en donnant l'impression qu'elle nous protège. Pourtant, lorsqu'elle se teinte de peur ou de jugement, elle peut nous enfermer dans un cercle qui épuise. Calmer cette voix, ce n'est pas chercher à la faire taire, mais apprendre à la comprendre, à la reconnaître et à la remettre à sa juste place. Beaucoup de personnes croient que le silence intérieur naît d'un effort brutal, mais c'est tout le contraire. Apaiser, c'est accueillir, observer, laisser respirer. Le plus difficile, c'est que cette voix semble parfois avoir raison. Elle pointe nos erreurs passées, nos fragilités, nos inquiétudes, et elle le fait avec une précision déconcertante. Mais si l'on regarde de près, on réalise qu'elle ne raconte pas toute l'histoire. Elle amplifie certains détails et en ignore d'autres, et finit par créer un paysage mental qui ne correspond plus vraiment à ce que nous vivons. Pour apaiser ce flux intérieur, il faut d'abord reconnaître qu'il ne représente qu'une partie de nous-mêmes, une partie sensible, souvent anxieuse, qui tente de nous alerter, mais qui n'a pas toujours les mots justes. Au fil du temps, j'ai compris que la douceur est plus efficace que la confrontation. Lorsque l'on se parle avec rigueur et dureté, la voix intérieure se défend, se crispe et devient encore plus insistante. Mais lorsque l'on accueille ce qu'elle dit avec un regard plus large, sans s'y identifier complètement, elle perd progressivement son pouvoir. Identifier les pensées négatives, c'est donc réapprendre à dialoguer avec soi, à s'écouter sans se soumettre, à observer sans se juger. Et ce processus commence souvent par une prise de conscience simple. Nous ne sommes pas obligés de croire tout ce que nous pensons. Cette phrase, pourtant évidente, transforme profondément la manière dont on traverse les difficultés intérieures. Elle ouvre une distance, une respiration, un espace dans lequel quelque chose de plus calme peut surgir. C'est dans cet espace que naissent la clarté, la douceur et la stabilité émotionnelle. Lorsque l'on commence à observer cette voix intérieure avec un peu plus de recul, on découvre qu'elle fonctionne souvent selon les mêmes schémas. Elle anticipe le pire, amplifie les difficultés et suppose que chaque silence ou chaque imprévu est une menace. Cette tendance à imaginer des scénarios négatifs n'est pas un défaut personnel, mais un réflexe humain profondément ancré. Notre esprit a été conçu pour détecter le danger avant tout. Et même si la plupart des risques d'aujourd'hui ne sont plus physiques, ce mécanisme demeure inchangé. Il interprète un retard, une phrase ambiguë ou un simple regard comme un signal d'alarme. À force d'être sur la défensive, la pensée se rigidifie et oublie de distinguer le réel du supposé. Ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est que cette réactivité mentale ne cherche pas à nuire. Au fond, elle essaie seulement de nous préparer au pire, pour éviter une éventuelle blessure. Mais en faisant cela, elle finit par créer une tension constante qui érode la confiance et encombre chaque journée. L'apaisement commence donc par reconnaître cette intention, en comprenant que, même si la voix intérieure veut protéger, elle n'a pas toujours les bonnes informations. Il devient alors possible de l'écouter sans lui offrir le contrôle total. Une étape essentielle consiste à reformuler ce qui se présente. Lorsqu'une pensée surgit avec force, comme un jugement ou une inquiétude, au lieu de l'accepter comme une vérité, on peut la traduire autrement. Par exemple, au lieu de « tout va mal se passer », la reformulation peut être « je ressens de la peur parce que j'entre dans une situation inconnue ». Cette simple transformation déplace le centre de gravité. La pensée n'est plus une prédiction, mais un reflet d'un état émotionnel. Ce changement subtil réduit la charge mentale et ramène la responsabilité vers ce que l'on peut réellement explorer. Un autre point crucial est la lenteur. Beaucoup imaginent que la sérénité vient d'une grande décision prise d'un seul coup, mais en réalité, elle naît d'une succession de petites pauses, quelques secondes de respiration consciente, un moment pour ressentir le corps. Un instant pour observer le rythme du cœur. Ces gestes modestes reconnectent le mental à quelque chose de plus stable que les pensées, la présence. Lorsque l'on revient à cette présence, la voix intérieure perd de sa vitesse et de son urgence. Elle devient plus descriptive que catastrophiste. Il est également important de comprendre que la pensée négative ne disparaît jamais totalement. Ce n'est pas un ennemi à éliminer,
mais une partie de nous qui a besoin d'être apprivoisée. Vouloir la supprimer crée de la frustration parce qu'on se met en lutte permanente avec soi-même. L'apaisement, au contraire, repose sur l'idée que tout peut coexister, la peur et la lucidité, le doute et la confiance, la tension et la douceur. Chaque fois que l'on accepte cette dualité, quelque chose se détend intérieurement. La pensée cesse d'être un tyran et redevient une composante naturelle de l'expérience humaine. Cette compréhension transforme profondément le rapport que l'on entretient avec soi. On ne cherche plus à contrôler l'esprit comme un artisan voudrait réparer une machine, mais on apprend à l'accompagner, à lui offrir un terrain plus vaste que ses automatismes. Avec le temps, cette nouvelle relation produit une forme de maturité émotionnelle, un ancrage qui ne dépend pas de l'absence de pensées négatives, mais de la manière dont on les accueille. Au fil du temps, on réalise que beaucoup de pensées négatives ne proviennent pas seulement de situations présentes, mais de traces anciennes qui continuent d'agir en arrière-plan. Des mots entendus autrefois, des jugements reçus. Des moments où l'on s'est senti diminué. Ces empreintes discrètes réapparaissent lorsque l'on est vulnérable. La voix intérieure dans ces instants ne fait que réactiver ces souvenirs, parfois en les exagérant, parfois en les déformant. Elle prend des expériences passées et les projette sur ce que l'on vit aujourd'hui. Comprendre ce mécanisme ne supprime pas la douleur qu'il provoque, mais permet de ne plus en être prisonnier. Lorsqu'on reconnaît que certaines pensées appartiennent davantage à hier qu'à maintenant, une distance se crée naturellement. Cette distance est essentielle, car elle introduit une nuance que notre esprit oublie souvent. Ce n'est pas parce qu'une pensée se présente avec intensité qu'elle est pertinente. Le mental confond parfois volume et vérité. Une inquiétude forte donne l'impression d'être fondée, alors qu'elle n'est que le reflet d'une hypersensibilité momentanée. Apprendre à distinguer l'émotion de la réalité est l'une des compétences les plus apaisantes que l'on puisse développer. Cela ne signifie pas minimiser ce que l'on ressent, mais reconnaître que le ressenti n'est pas une preuve en soi. Cette approche réduit la pression intérieure et redonne du souffle. Dans ce processus, l'autocompassion joue un rôle discret mais fondamental. Beaucoup pensent que se traiter avec douceur revient à se trouver des excuses ou à manquer de rigueur. Pourtant, c'est tout le contraire. La douceur intérieure permet d'élargir l'espace mental, d'éviter la contraction émotionnelle qui amplifie la rumination. Soit, lorsque l'on se parle comme on parlerait à quelqu'un que l'on souhaite réellement soutenir, la pensée cesse d'être un coup porté contre soi et devient une information que l'on peut traiter avec soin. Cet état d'esprit crée une forme de stabilité qui n'est pas fondée sur la force, mais sur l'attention. Il est aussi important de comprendre que l'esprit fonctionne par accumulation. Une journée chargée, un manque de sommeil, une conversation difficile ou une tension non exprimée peuvent suffire à amplifier la voix intérieure. Souvent, ce que l'on interprète comme un problème profond n'est qu'un trop-plein mal géré. Prendre conscience de cette accumulation permet d'aborder la pensée négative avec perspective. Au lieu de s'identifier à elle, on peut se demander « Qu'est-ce qui a saturé ma capacité à rester calme aujourd'hui ?» Cette simple question redonne du pouvoir, car elle transforme l'impuissance en compréhension. Et puis, il y a ces moments où la pensée semble tourner en boucle, comme si aucune sortie n'était possible. Dans ces instants-là, il est tentant de forcer l'esprit à s'arrêter, mais cette lutte ne fait que renforcer la spirale. La sortie se trouve davantage dans l'orientation que dans la résistance. Tourner son attention vers une sensation physique, un détail visuel. Un mouvement du souffle crée un ancrage subtil qui interrompt la boucle mentale sans violence. Ce n'est pas une fuite, c'est une invitation à ramener l'esprit dans ce qui ne ment pas, la réalité présente. Cette manière d'aborder la pensée négative ne la glorifie pas, mais la remet à son juste niveau. Elle montre qu'une pensée n'est qu'un événement intérieur, influencé par le contexte, la fatigue, les émotions et l'histoire personnelle. En adoptant cette perspective, on sort peu à peu du réflexe de s'identifier à tout ce qui traverse le mental. Et c'est précisément dans ce retrait, dans cet espace laissé libre, que la voix intérieure perd son intensité et que l'apaisement commence réellement à prendre forme. Au fur et à mesure que l'on explore cette relation avec nos pensées, on découvre que la voix intérieure ne se manifeste pas toujours de la même façon. Parfois, elle se montre critique et exigeante. Parfois, elle adopte un ton inquiet, presque suppliant. Et d'autres fois encore, elle devient insistante, comme si elle voulait à tout prix être entendue. Ces variations ne sont pas aléatoires. Elles reflètent nos besoins non exprimés, nos peurs latentes et nos zones de fragilité. La pensée négative n'est pas une entité hostile, mais un miroir sensible qui réagit à nos tensions profondes. Lorsque l'on comprend cette dynamique, la dureté que l'on éprouve envers soi-même commence à s'adoucir, car on réalise que même derrière la critique se cache un désir de mieux faire face au monde. L'un des obstacles majeurs à l'apaisement tient au rythme auquel notre esprit fonctionne. Il est souvent plus rapide que notre capacité à intégrer ce que nous vivons. L'esprit anticipe, pendant que le corps ressent encore,
Cette désynchronisation crée un décalage intérieur qui nourrit l'inquiétude. Prendre le temps de ralentir mentalement est alors essentiel. Cela peut paraître abstrait, mais il s'agit simplement de ramener l'attention à quelque chose de tangible, une poignée de secondes où l'on observe une sensation physique ou un mouvement respiratoire suffit pour reconnecter ce qui avait été séparé. Lorsque les pensées retrouvent le tempo du présent, elles perdent leur caractère envahissant. Un autre aspect, souvent ignoré, c'est la tendance de l'esprit à généraliser. Une difficulté isolée peut devenir, dans notre tête, une preuve que tout va mal. Un retard devient un signe d'échec. Une remarque devient un jugement global sur notre valeur. Cette exagération interne fausse notre perception et fabrique une réalité qui n'existe pas, pour la contrer. Il est utile de reformuler les pensées en termes concrets. Plutôt que je ne suis jamais à la hauteur, on peut dire « aujourd'hui, j'ai été moins efficace et cela arrive ». Cette précision ramène la pensée sur un terrain plus sain, là où elle ne déborde plus sur l'ensemble de notre identité. Dans ce cheminement, un élément joue un rôle décisif, l'environnement intérieur que l'on crée. Beaucoup tentent d'apaiser leurs pensées en se répétant des phrases positives, mais ces efforts restent superficiels tant que le terrain émotionnel qui les accueille est tendu ou saturé. Ce qui apaise réellement, c'est la capacité à installer une atmosphère interne plus douce, plus respirable. Cela ne se construit pas par obligation, mais par la répétition de petits gestes de présence, une pause avant de répondre un instant où l'on accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Un moment où l'on cesse de se juger pour simplement observer. Cette atmosphère n'efface pas les pensées, mais elle change la manière dont elles résonnent en nous. À mesure que l'on n'offre plus d'espace à cette présence tranquille, la voix intérieure change aussi de ton. Elle devient moins pressante, moins dramatique. Elle cesse d'être un signal d'alarme constant pour devenir un simple commentaire parmi d'autres. On découvre alors que l'apaisement n'est pas un état parfait où plus rien ne dérange, mais un mouvement continu où l'on apprend à répondre avec nuance à ce que l'esprit propose. C'est un rapport plus adulte, moins impulsif, où l'on ne laisse plus la pensée dicter notre valeur, mais où l'on reconnaît sa nature fluctuante. Cette maturité intérieure transforme profondément la façon dont on traverse les situations difficiles. Et finalement, ce que beaucoup considèrent comme un combat contre la pensée se révèle être une réconciliation, une manière d'habiter son esprit avec plus de patience, plus de souplesse, plus de vérité. Lorsque cette réconciliation s'installe, la voix intérieure perd son pouvoir de domination et retrouve sa place d'outil plutôt que celle d'autorité. C'est dans cet équilibre subtil, fait d'écoute et de discernement, que l'apaisement commence réellement à prendre racine. À mesure que l'on développe cette capacité à créer un espace intérieur plus stable, on se rend compte qu'un autre phénomène se produit, les pensées négatives deviennent moins intimidantes. Elles conservent leur forme, parfois leur intensité, mais elles ne provoquent plus la même réaction émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'elles ont disparu ou se sont affaiblies, mais parce que l'on a cessé de leur accorder toute notre attention. Comprendre cela change profondément la relation que l'on entretient avec son esprit. Au lieu d'essayer de contrôler chaque idée, on apprend à naviguer parmi elles comme on traverserait une forêt dont on connaît les chemins. Ce n'est plus un territoire menaçant, mais un paysage vivant que l'on explore avec plus de confiance. C'est souvent à ce stade que l'on réalise à quel point notre état intérieur dépend de la manière dont nous réagissons à nos propres pensées. Une même idée peut entraîner une spirale d'angoisse ou, au contraire, s'éteindre doucement selon la façon dont on l'accueille. Lorsque l'on répond avec rigidité, l'esprit se crispe, se braque et renforce la tension. Mais lorsque l'on répond avec souplesse, en laissant un peu de place à l'incertitude, la pensée perd sa capacité à mener le jeu. Il ne s'agit pas de relativiser ou de minimiser, mais d'observer sans immédiatement ajouter des couches d'interprétation. Cette attitude intérieure introduit une forme de calme qui ne dépend plus des circonstances. Une chose importante à comprendre, c'est que l'esprit cherche constamment des explications face à ce qu'il dérange. Il invente, extrapole, devine, souvent sans fiabilité. Cette tendance naturelle crée un brouillard mental qui peut être épuisant. Et pour dissiper ce brouillard, il est utile de revenir à ce qui est concret. Qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je suppose? Cette distinction simple réduit considérablement la charge anxieuse, car elle remet la pensée à son juste niveau. Une hypothèse, pas une certitude. En réintroduisant la précision, on rétablit aussi une forme de sécurité intérieure. Dans cette démarche, le corps joue un rôle décisif. Il est souvent le premier à signaler que la pensée a pris trop de place, tension dans la poitrine, respiration courte, épaules contractées. Ces signaux ne sont pas des ennemis, mais des indications précieuses. Ils montrent que l'esprit est allé trop vite, trop loin. Revenir au corps, c'est revenir à un endroit qui ne fabrique pas d'histoire. C'est une manière simple et puissante de ramener le mental vers quelque chose de tangible. Une respiration plus profonde, une détente du ventre ou une sensation de chaleur dans les mains suffisent parfois à calmer le dialogue intérieur plus efficacement que de longs raisonnements.
Il faut aussi évoquer le rôle des attentes excessives envers soi-même. La voix intérieure devient particulièrement dure lorsque l'on se demande d'être parfait, cohérent en tout, toujours calme, toujours clair. Ces exigences irréalistes nourrissent les pensées négatives, car elles créent un écart permanent entre ce que l'on est et ce que l'on croit devoir être. Apprendre à reconnaître ses attentes permet de relâcher la pression interne. On découvre alors que beaucoup de pensées critiques ne sont que des tentatives maladroites d'atteindre un idéal impossible. En relâchant cet idéal, la voix intérieure perd une partie de sa célérité. Ce processus n'a rien de spectaculaire. Il s'accomplit dans des gestes simples, parfois invisibles, mais ce sont ces gestes répétés, cette manière de traiter doucement son propre esprit, qui finissent par créer une transformation durable. L'apaisement n'est pas une technique, c'est une posture. Elle se construit jour après jour, dans la façon dont on se parle, dont on respire, dont on se redresse après une pensée difficile. Et à force de répétition, cette posture devient naturelle, presque évidente, et la voix intérieure trouve enfin un terrain plus calme où s'exprimer. Avec le temps, on en vient aussi à comprendre que la pensée négative se nourrit d'isolement intérieur. Lorsque l'on garde tout pour soi, lorsqu'on ne met pas de mots sur ce que l'on traverse, la voix intérieure gagne en intensité. Elle comble le silence, occupe l'espace, interprète tout. Pourtant, il suffit parfois de formuler ce que l'on ressent pour que la charge émotionnelle s'allège. Partager une inquiétude, même brièvement, oblige la pensée à se clarifier. Ce passage du flot à la précision libère une partie de l'attention. Ce n'est pas une question de chercher des solutions, mais de reconnaître ce qui se vit. Ce simple acte crée une ouverture par laquelle l'esprit respire. Un autre aspect essentiel dans l'apaisement consiste à apprivoiser l'incertitude. La plupart des pensées négatives naissent du besoin compulsif de tout prévoir, de tout comprendre, de tout sécuriser. L'esprit lutte contre l'imprévisible comme s'il s'agissait d'un danger réel, alors que la vie se construit justement dans ce qui échappe au contrôle. Accepter que certaines questions restent sans réponse immédiate n'est pas un renoncement, c'est une forme de maturité. Cette acceptation réduit considérablement la rumination, car l'esprit n'a plus besoin de combler chaque vide par des scénarios imaginaires. Il apprend à laisser les choses évoluer, ce qui diminue l'urgence intérieure. Il est aussi important de souligner que l'apaisement n'est jamais linéaire. Parfois, la voix intérieure sera calme et douce, d'autres fois, elle sera plus agitée. Cette fluctuation ne signifie pas que l'on régresse, mais simplement que l'esprit réagit à l'environnement, à la fatigue, aux émotions du moment. Comprendre cette dynamique empêche de transformer une difficulté passagère en conclusion définitive. Au lieu de se dire « je n'y arrive pas », on peut se dire « aujourd'hui, je suis dans un jour plus sensible ». Cette nuance évite de recréer de la tension là où il n'y en a pas nécessairement dans ce parcours. Un élément reste primordial, la permission de ressentir. Apaiser les pensées négatives ne signifie pas étouffer les émotions. Au contraire, plus on rejette ce qui nous traverse, plus la pensée s'agite pour signaler ce refus intérieur. Accepter une tristesse, reconnaître une peur, accueillir une fatigue ne les amplifie pas. Au contraire, cela les aide à circuler. La pensée cesse alors d'essayer de commenter ou de contrôler ce que l'on refuse de voir. Se laisser être, même dans l'inconfort au départ, libère progressivement l'esprit d'un poids inutile. Il est aussi utile de rappeler que les pensées ne sont pas toutes à traiter au même niveau. Certaines méritent attention car elles révèlent un besoin réel, une limite, une alerte importante. D'autres ne sont que le bruit d'un mental fatigué ou inquiet. Apprendre à les distinguer est un acte de discernement intérieur. Cette compétence ne s'acquiert pas en un jour, mais à force d'observation, d'écoute, de patience. Lorsqu'on reconnaît que toutes les pensées n'ont pas la même valeur, l'esprit cesse de courir après chacune d'elles, il devient plus sélectif, plus calme, plus ancré. Et finalement, on découvre que la voix intérieure n'a jamais été un obstacle, mais une porte vers une connaissance plus fine de soi, vers une capacité à accueillir le monde avec plus de délicatesse. Lorsqu'on franchit cette porte avec douceur, on réalise que ce qui semble être une oppression devient un terrain d'exploration. C'est cette exploration lente, sensible, qui transforme la pensée négative en une simple composante de notre vie intérieure et non plus en son centre dominant. Arrivé à ce stade, quelque chose change dans la manière dont on perçoit son propre monde intérieur. La pensée négative n'apparaît plus comme une menace constante, mais comme un signal que l'esprit envoie lorsqu'il a dépassé ses capacités d'intégration. Elle devient une invitation à ralentir, à réévaluer, à prendre un instant pour se recentrer. Ce changement de regard, on cesse d'être emporté par le flux mental et l'on retrouve progressivement une forme d'autorité douce sur ce qui nous traverse. Cette autorité n'est pas un contrôle rigide, mais une présence lucide, capable de distinguer ce qui mérite attention de ce qui peut être simplement laissé passer. C'est souvent dans ces moments de lucidité que l'on comprend que l'esprit n'a jamais cherché à nous nuire. Il fonctionne selon ses propres règles, ses propres protections, parfois maladroites, mais rarement mal intentionnées.
Lorsque l'on accueille cette idée, un apaisement profond s'installe, la lutte cesse, la rigidité se relâche, et la voix intérieure perd son ton d'accusateur. Elle devient plus mesurée, plus humaine, presque familière. Ce passage d'un rapport conflictuel à un rapport collaboratif représente l'un des tournants les plus importants dans la gestion des pensées négatives. Au-delà de cette transformation, une autre découverte apparaît, la place du silence. Pas un silence forcé, ni une absence totale de pensée, mais un silence vivant, une respiration intérieure qui permet d'espacer les mots, les images, les craintes. Ce silence n'est pas vide. Il est habité par une qualité de présence que l'on ne percevait pas avant, et c'est en lui que se construit la stabilité émotionnelle. Il devient une sorte de refuge mental, un lieu où l'esprit vient se poser lorsqu'il est saturé. Ce refuge n'est pas créé par une technique, mais par l'habitude de revenir à soi avec bienveillance. Et petit à petit, on réalise que l'apaisement ne se mesure pas au nombre de pensées négatives que l'on a réussi à faire disparaître, mais à la manière dont on les traverse. Vivre avec un esprit humain, c'est vivre avec ses mouvements, ses doutes, ses élans, ses hésitations. Ce n'est pas une défaillance, c'est une dynamique naturelle. En cessant de s'en vouloir pour ce qui nous traverse, on libère une quantité impressionnante d'énergie. Cette énergie, autrefois absorbée par la rumination, devient disponible pour créer, aimer, comprendre, agir. La voix intérieure, lorsqu'elle est apaisée, devient une alliée précieuse. Elle peut signaler quand on s'épuise, quand on se perd, quand on oublie de se respecter. Elle devient un guide subtil plutôt qu'un juge implacable. Son ton évolue parce qu'on a appris à lui répondre autrement. Et cette transformation est la preuve que l'esprit est malléable, qu'il s'adapte aux conditions que nous lui offrons. Plus on cultive la patience, la nuance, la douceur, plus l'esprit adopte ses qualités. Et finalement, ce que l'on découvre derrière tout ce travail intérieur, c'est une forme de liberté, non pas la liberté d'être exempt de pensées difficiles, mais celle de ne plus en être prisonnier. La liberté d'avancer même lorsque l'esprit hésite, de ressentir même lorsque la voix intérieure tremble, de se choisir même lorsque le doute s'invite. Cette liberté n'est pas spectaculaire, mais elle transforme la façon dont on habite sa vie. Elle permet d'être présent, lucide, profondément humain. Dans cette présence, la pensée négative devient moins un problème à résoudre qu'une part de nous à accompagner avec respect. C'est ainsi qu'elle perd son pouvoir d'oppression, et que l'apaisement devient une manière naturelle de vivre.